Bonjour tout le monde. On est là pour faire un temps d'explication, de retour d'expérience sur le fonctionnement de l'administration et notamment le lien entre les élus, les agents. Mais surtout, c'est dans les villes de plus de 15 000 habitants ce matin. Peut-être pour me présenter, donc, moi je m'appelle Nicolas Bourdeau, j'ai 28 ans, je suis originaire de Limoges, juste à côté. Et en ce moment, j'habite à Grenoble, où on a lancé donc, Grenoble Alpes Collectif, qui est une liste citoyenne et participative il y a 1 an et demi. Et à côté de ça, je fais partie de la Horde de Fréquence Commune, petite équipe formée par Fréquence Commune pour accompagner des collectifs citoyens qui se lancent dans la course aux élections municipales de 2026. On se lance sur le fond du sujet. En général, c'est un sujet qui est pas forcément abordé en amont d'une élection, de comment est-ce qu'on va fonctionner en interne. Ça va être quoi le lien entre les agents, les élus. Et pour autant, c'est un sujet qui est capital parce que aujourd'hui, je prends l'exemple de Grenoble, il y a 59 personnes qui doivent être élues, donc une soixantaine de personnes, et qui arrivent dans une municipalité. Et à chaque élection, ça peut changer. C'est comme si on changeait toute la direction d'une boîte qui fait 4000 salariés. Il y a 4000 agents à Grenoble à peu près. Et c'est quand même chouette de se dire qu'on recrée du lien entre ces personnes et de voir un peu quel est le rôle, les responsabilités de chacun, chacune à cet endroit-là. Et d'essayer de chercher de la coopération à un endroit où on ne peut pas faire contre les agents, on ne peut pas faire sans eux. Et le but, c'est vraiment de faire avec pour avoir de l'efficacité et éviter les aspects contre-productifs. Donc les questions qu'on va se poser un peu ce matin, c'est justement quels sont les rôles, les responsabilités des élus, des agents, un peu avoir de la clarté là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi il y a 1 an, j'avais vraiment du mal à avoir de la clarté sur tout ça. Et encore aujourd'hui, il y a quand même des petites choses qui me manquent. Et d'ailleurs, j'en profite, mais c'est aussi pour ça que j'anime cette table ronde, parce que c'était un sujet qui m'intéressait et sur lequel j'ai envie d'avoir des billes. Donc comme vous, je suis un peu là pour m'inspirer et apprendre plein de choses. Et puis, on verra ensuite le lien entre les élus, les agents, et puis vous nous ferez un petit retour d'expérience. Et d'ailleurs, vous nous ferez un retour d'expérience. Donc, je vous invite à vous présenter en 3-4 minutes chacun, peut-être dire des petits bouts de parcours et où est-ce que vous êtes en ce moment. Allez, je peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Xavier Normand. Moi, je suis maire de Castanet-Tolosan, à côté de Toulouse, une commune de banlieue, 15 000 habitants. On n'est pas dans la métropole de Toulouse, on est dans une communauté d'agglos à côté. Voilà, je suis maire depuis 2020, issu dans le cadre d'une liste citoyenne et participative. Et ma petite particularité, c'est que j'ai été contractuel dans l'administration d'une grande ville qui est Grenoble, en l'occurrence. Donc j'ai travaillé entre 2009 et 2015 comme dans les services municipaux. Et j'étais, en fait, moi je m'étais présenté aux élections municipales. J'étais sur une liste en 2008 et j'avais vraiment aucune idée de comment fonctionnait une ville. Et puis j'ai passé 6 ans dans les services de Grenoble. Et puis effectivement, en 2020, quand j'ai pu aborder une nouvelle élection autrement, évidemment j'avais une culture autrement plus importante de la chose, même si ça dépend énormément de la taille des villes et de la taille évidemment des services et des administrations. On en parlera. Voilà. Merci. Stéphane Alouche, aujourd'hui donc adjoint à la maire de Poitiers et puis vice-président à Grand Poitiers, et j'ai en charge le personnel et le dialogue social. À la base, moi je suis fonctionnaire d'État, ministère de la Transition. J'ai fait pas mal de postes de chef de service, secrétaire général, responsable de service aux biodiversités, et on m'a souvent dit « Ah non, ça on peut pas faire parce que le préfet veut pas, parce que les élus veulent pas, donc là-dessus on bouge pas, donc vos prescriptions c'est trop dur. » Et donc à un moment, en 2019, j'ai décidé de franchir le pas, et donc j'ai rejoint Génération Écologie, un petit parti écologiste. Et puis dans la foulée, je suis allé voir Poitiers Collectif qui se montait. Et j'y suis arrivé en juillet 2019, donc quelques mois après mon adhésion à Génération Écologie. Et puis l'aventure a démarré comme ça. D'autres vous en parleront dans les différents ateliers. Et donc on a été élu avec cette liste citoyenne, enfin à moitié citoyenne et encartée, qui permettait de porter les piliers de la démocratie, de l'écologie et de la justice sociale. Voilà.
Trop bien. Bah, merci à vous deux, en tout cas, Xavier et Stéphane, de prendre du temps pour nous raconter un peu tout ça. L'idée, c'est de faire un temps un peu en 2 séquences. Une première où vous allez pouvoir nous parler des bases un peu des rôles, responsabilités, des liens qui existent ou qui sont difficiles à établir. Et puis dans un deuxième temps, on fera vraiment une séquence de retour d'expérience sur comment ça s'est passé à Castanet et comment ça s'est passé à Poitiers quand vous êtes arrivés dans l'aspect RH, dans tout ça. Et après, on fera vraiment un temps de questions-réponses de quelque chose comme une demi-heure. Et ben ouais, vous pouvez effectivement préciser un petit peu la taille des villes, l'ampleur et qu'est-ce que ça représente en termes de nombre d'agents aussi. Oui, enfin moi donc j'ai dit 15 000 habitants pour Castanet et nous ça fait à peu près 300 agents dans la collectivité. Donc sur Poitiers, c'est 90 000 habitants. Grand Poitiers, c'est 200 000. Et puis la collectivité, donc administration totalement mutualisée entre Poitiers, Grand Poitiers, CCAS. Et en tout, ça fait 3 500 agents. Trop bien, merci. Et est-ce que tu veux commencer, Stéphane, par nous raconter un peu l'articulation que tu verrais, toi, entre toute cette administration, tous ces agents, tous ces personnes qui sont censées être dans l'application d'une vision politique et peut-être les élus qui portent cette vision? Alors, dans un premier temps, c'est un sujet qui est les relations entre les élus et l'administration, c'est un sujet qui est toujours hyper difficile. Donc déjà, j'ai pas du tout l'ambition de détenir une quelconque vérité. Et ce qui est important, c'est que les échanges qu'on va avoir, ce qu'on va pouvoir vous présenter, c'est pour nourrir la réflexion, votre réflexion, pour que vous puissiez vous faire votre doctrine par rapport à vos situations. Ça, c'est vraiment un élément important. Néanmoins, on peut s'attarder dans ce premier temps sur un aspect un petit peu théorique des choses, sur les rôles réciproques entre les élus d'une part, l'administration de l'autre, parce que c'est quand on franchit ces limites que peuvent commencer, et où sont ces limites, que ça peut commencer à devenir un petit peu compliqué. Donc déjà, au niveau de l'élu, moi ce que j'ai en tête, c'est que l'élu, c'est celui qui définit tout ce qui est orientation politique. Donc il a son programme municipal, c'est lui qui élabore ses politiques sectorielles, c'est lui qui définit les grands projets qu'il souhaite, qui fait sa programmation pluriannuelle d'investissement. Donc il est vraiment à la base. Il passe les commandes politiques au service. C'est lui qui s'occupe du budget et qui est garant de son exécution. Il va prendre toutes les grandes décisions dans les instances et puis dès lors qu'il va exercer des délégations. Par rapport aux citoyens, c'est toujours lui qui est en interface normalement avec les citoyens pour répondre à leurs attentes. Et par rapport à l'administration, il va être en contrôle de tout ce que va faire l'administration. Et donc le maire ou la maire, c'est le seul chef de l'administration. Il n'y en a qu'un. Les élus, eux, ils ont des délégations qui viennent de l'autorité territoriale, qui viennent de la maire, et ça devient les principaux interlocuteurs des services, mais sans être les responsables hiérarchiques. Est-ce que théoriquement, les élus, certes, décident de beaucoup de choses, mais ils ne décident pas de tout. Et c'est ça qu'il faut peut-être avoir en tête à un moment, c'est que les cadres dans une administration, et plus l'administration est grosse, plus on a de cadres avec des responsabilités, et ben ces cadres prennent plein de décisions très opérationnelles. Alors cette administration, en fait, qui est le responsable hiérarchique de tous les services? C'est le ou la DGS, ou secrétaire de mairie dans des communes plus petites. Tu peux nous dire ce que ça veut dire DGS? Directeur général des services. Voilà. Donc ce sont souvent des emplois fonctionnels dans les grosses structures, et parfois ce pas des emplois fonctionnels dans les plus petites structures, mais il y a toujours quand même un statut spécifique pour les DGS. Voilà. Et donc ces services, ils doivent apporter aux élus toute leur expertise, que ce soit technique, juridique, financière, et c'est eux aussi qui organisent l'administration pour pouvoir mettre en œuvre le projet politique et répondre aux commandes politiques qui auront été formulées par l'élu. Et ceux qui sont garants de la continuité du service au quotidien, c'est les services. Même si effectivement, ils peuvent demander arbitrage ou décision à leur élu. Et donc, en théorie, pour qu'il y ait une bonne articulation entre les élus et l'administration, il semble essentiel qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'instaure entre les deux parties et qui s'entretiennent. Il faut qu'il y ait des échanges fluides et réguliers. Il faut qu'il y ait une réactivité réciproque, c'est-à-dire que
les agents ont besoin et les cadres ont besoin de décisions rapides, de réponses de la part des élus, de la même manière que les élus ont besoin d'une réactivité, d'une réponse, d'une anticipation de la part des services. Et il faut que chacun puisse respecter ses limites d'intervention. Le politique, le stratégique pour les élus, et puis la mise en œuvre technique pour l'administration. Et après, il y a des questions qui vont se poser sur la gouvernance qu'on peut souhaiter pour répondre à tout ça. Gouvernance fermée, c'est-à-dire on passe que par le DGS pour toutes les relations avec l'administration. Gouvernance plus ouverte, où les élus sont au contact des services. Et c'est là qu'on pourra discuter dans le cadre des retours d'expérience. Voilà. Trop bien, merci. Et juste pour bien comprendre, donc moi, si je suis agent, en fait, hiérarchiquement, j'en réfère que à mes directeurs généraux de service, directeur général adjoint, adjointe, et au maire, où il y a quand même cette relation avec les agents, mais c'est quand même, c'est pas inscrit légalement. Hiérarchiquement, la relation, elle est bien avec la chaîne hiérarchique dans l'administration. Même si effectivement, et c'est toujours là que c'est un petit peu touchy, c'est que les élus, par délégation de la maire, ont une certaine responsabilité puisque c'est eux qui prennent un certain nombre de décisions. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué, mais il y a des décisions pour lesquelles les élus n'ont pas à intervenir, en théorie. Voilà. Trop bien, merci. Et vous nous parlerez d'exemples plus concrets après. Xavier, est-ce que tu veux ajouter des choses à tout ça ? Oui, enfin, peut-être quelques petits compléments très subjectifs liés à l'expérience. La première chose, c'est que on est vraiment la fonction publique territoriale, c'est un univers particulier avec des gens qui font carrière et qui, voilà, pour eux, quand nous on est élus, eux, c'est leur boulot. Ils sont professionnels, ils ont un cadre de référence et progressivement, ils vont essayer de franchir des échelons, etc. Voilà. Il faut comprendre toute cette dimension. Alors, il y a des gens qui s'arrachent les cheveux en disant la relation élu-agent, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. En même temps, on peut le tourner positivement. C'est complexe. C'est-à-dire que c'est un lieu de débat, de discussion entre des gens qui font leur boulot et puis des gens qui ont un regard sur ce travail-là, qui sont les élus. On rappelle aussi, on est vraiment sur un univers de vérité simple. Les élus, on n'est pas choisis sur nos compétences. On n'a pas passé un entretien d'embauche, on n'a pas fait un CV. On n'est pas censé être compétent dans la discipline dont on a la délégation. Un agent, au contraire, évidemment, lui, il est compétent. Donc la compétence, elle est là. Et donc, comment est-ce qu'on peut discuter entre un compétent un peu naïf, mais en même temps représentant de l'intérêt général, etc., et puis des gens dont c'est le métier. Voilà. Si, une fois qu'on a compris ça, ça peut être extrêmement riche. Voilà. Mais il faut avoir cette espèce d'humilité un petit peu tranquille là-dessus. Alors, juste un petit témoignage. Moi, j'ai souvent une difficulté avec les personnes qui connaissent bien le monde de l'entreprise. Une collectivité territoriale, ce n'est pas une entreprise. En l'occurrence, et les élus, c'est sûrement pas la même chose qu'un directeur ou un administrateur. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut basculer dans un autre système qui est celui du service public, qui est celui de on parle finalement on parle finalement très peu d'argent, même s'il y a tout un volet financier qui a son rôle, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter également? Donc tout ça, c'est quand même de l'humain, énormément. Donc il faut réussir à communiquer entre élus et agents à un niveau qui est un niveau entre êtres humains. Prendre en compte la subjectivité de l'autre, expliquer d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, comment on aborde les choses, etc. Moi, la preuve, vraiment, c'est que plus on va se situer à ce niveau interpersonnel, mieux ça va fonctionner, même si, évidemment, il faut rajouter tout le reste. À un moment donné, reposer les choses, etc. Mais cette dimension, faire comprendre à tous les agents avec qui on discute on les calcule, quoi. On est d'abord en train de les prendre en compte comme des personnes. C'est à mon avis, parmi les principes clés, quoi.
Voilà. Après, bon, je déborde un peu sur le retour d'expérience, mais bon. Et simplement, un point quand même très très important, et je pense qu'on n'a pas fait le test là sur la question des tailles de communes, mais je pense que ça c'est fondamental. Très grande commune, évidemment, très très grosse administration qui paraît comme un paquebot et compliqué à voir comment on l'a fait intervenir. Très petite commune, très peu d'administration, et là les élus qui sont au charbon tout le temps pour tout, et ça c'est une autre réalité. Enfin, moi j'échange avec des élus de petites communes dans notre communauté d'agglo, on ne vit pas la même chose au quotidien, véritablement pas du tout, c'est pas du tout la même chose l'exercice du mandat pour un maire d'une commune de 200 habitants et pour un maire d'une commune de 15 000 habitants. Franchement, c'est deux réalités qui n'ont rien à voir parce que nous on a cette complexité de la relation avec une administration. Et 15 000 habitants, 300 agents, c'est une belle échelle, en fait, où on réussit à être finalement sur le terrain, à échelle humaine. On réussit à peu près à connaître à peu près tout le monde. Voilà. Mais les élus, on n'a aucun pouvoir si on ne trouve pas le levier transformateur, le levier d'action au quotidien, il est dans les services. Donc si vous avez la plus belle idée du monde, le plus beau projet, si vous l'avez mis sur un programme de campagne, mais que vous n'avez pas trouvé le moyen d'actionner le levier des services, il ne se passera rien. Ouais, mais ça peut faire perdre vachement d'énergie, quoi, d'être dans la lutte, d'avoir des relations conflictuelles à cet endroit-là. Alors, non slement des relations conflictuelles, mais le pire du pire, ça c'est vraiment c'est du quotidien, c'est que quelqu'un va vous dire, le responsable des services en question va vous dire oui, on va faire, et il ne fait pas. Et en fait, et c'est pas de la mauvaise volonté, mais parfois, donc on passe beaucoup de temps à aller creuser le pourquoi ça ne s'est pas fait. Voilà, ça c'est des expériences vraiment de début de mandat qui sont assez cuisantes. Trop bien. Et je reviens juste rapidement sur le fait que tu disais effectivement l'expertise, elle est plutôt du côté des agents. Voilà, et ce qui permet de se donner une légitimité aussi et de se dire on n'a pas besoin d'être expert pour être élu à un endroit, et de fait on sera soutenu et dans l'application et dans l'expertise par des agents qui sont là. Peut-être je prendrais bien quelques questions sur cette première phase, ça vous va? Bonjour à tout le monde. Oui, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose à ne pas louper quand on est élu, on commence, on a les services qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas louper? Qu'est-ce qu'il faut faire au début? Qu'est-ce qu'il faut je suppose qu'il faut aller voir tout le monde. J'imagine qu'il faut, je sais pas, 300 agents dans une réunion, ça me semble pas possible. Donc, je sais pas, il doit y avoir quelque chose qu'il faut pas louper, que vous avez peut-être expérimenté quand vous avez commencé, en vous disant mince, si j'avais su, j'aurais fait ça. À mon sens, aller rencontrer un maximum d'agents, se faire connaître, échanger avec eux, c'est essentiel. Surtout garder en tête que lorsqu'on est élu, il faut vraiment tous les jours, tous les gens qu'on croise, penser à les saluer, y compris si on a l'esprit occupé, parce que ça va vraiment marquer les esprits. Et non, cet élu-là, il nous dit même pas bonjour, il nous snob, il nous reconnaît pas. Et ça, c'est assez terrible. Et puis après, c'est peut-être fixer le cadre du relationnel que l'on veut avoir. Est-ce qu'on est accessible ou pas, pour que les agents sachent vraiment comment se comporter vis-à-vis des élus. Est-ce qu'ils peuvent faire des sollicitations directes? Est-ce qu'il faut qu'ils passent par leur hiérarchie? Est-ce qu'il faut qu'ils passent par un cabinet quand il y en a un? Pour moi, c'est ça vraiment leur permettre d'être à l'aise avec leur élu, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Voilà. Donc ce cadre-là peut être important. Alors la toute première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on garde ou pas le DGS ou la DGS qui est en place? Donc ça, voilà. Donc retour d'expérience, nous, et ça a étonné certaines personnes. Après, on a passé quelques semaines à essayer de faire connaissance avec la DGS qui était en place. Et puis finalement, on a décidé de la garder. Et c'était une très bonne décision. Elle est toujours là. Et c'est vraiment une personne avec qui je travaille. On travaille vraiment très, très, très fortement en confiance. Donc, il n'y a pas de déterminisme. C'était la DGS du maire précédent, qui était un maire de droite et qui avait, qui a été. Mais en fait, on a pu comprendre quelque chose, c'est que, d'une part, il l'avait fait venir à un moment donné, plutôt en
deuxième partie de mandat, et pour amener la paix sociale dans ces services, parce qu'il y avait le feu partout. Donc il était allé chercher quelqu'un qui avait plutôt des compétences de diplomatie et de fédération. Et puis surtout, en fait, on a réalisé une chose, c'est que, alors l'ancien maire ne se représentait pas, bon, donc ça avait joué peut-être un rôle, mais en fait, nous, pendant toute la campagne municipale, depuis au moins 3-4 mois, on était hyper favoris dans l'esprit des services. Donc tout le monde nous attendait, ils pensaient qu'on allait arriver. Et donc ils avaient commencé à se préparer. En fait, vous arrivez, les services, soit ils sont surpris, soit ils ne sont pas surpris. Nous, ils n'étaient pas surpris. Ils pensaient depuis plusieurs mois que ça allait être nous. Et certains se disaient chic, ça va donner ça, parce qu'il y avait tout épluché. Un truc important pendant les campagnes municipales, les agents municipaux, ils sont dans un devoir de réserve. Donc les agents municipaux n'ont pas le droit de s'exprimer, de prendre part au débat politique de la commune où ça se passe. Ça ne les empêche pas de réfléchir, ça ne les empêche pas de discuter entre eux. Donc en fait, il s'est passé plein de choses dans tous les esprits, et vous arrivez comme des fleurs, là, les nouveaux élus, et en fait, ils vous attendent. Alors ils vous attendent des fois avec le tapis rouge, des fois avec des bonnes nouvelles, des fois avec un coup de carabine en disant on va les allumer, ça va très mal se passer. Et en fait, toutes les réalités existent. Voilà. Donc nous, on est arrivé, on a une DGS qui nous a dit moi je suis vachement contente que ça soit vous, et voilà, il y a ça, hein, mais en même temps, on va essayer de faire connaissance et voir si on est compatible. Voilà. Et ça a été la toute première question. Donc au bout de 3 semaines, on confirmait qu'on gardait la DGS, et à partir de là. Deuxième chose, c'est que dans les communes de plus de 10 000 habitants, on a au moins un poste de cabinet. Et après, on a de plus en plus de postes en fonction de la strate des communes. Donc nous, on a un poste de cabinet. Postes de cabinet, c'est des postes particuliers dont le contrat, c'est un petit peu comme un contractuel, et le contrat s'arrête aux élections. Donc l'ancienne directrice de cabinet, son contrat s'est arrêté le jour des élections, du deuxième tour. Et à partir de là, nouveau maire, nouvelle équipe, elle a perdu son statut de directrice de cabinet, et on nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc nous, on a lancé le recrutement d'un ou d'une directrice de cabinet. Et bon, ça, c'est un choix qu'on a fait en équipe. On a fait vraiment un profil de DIRCAB qui était très orienté sur l'animation de l'équipe d'élus, parce qu'on avait une équipe très importante avec une gouvernance très horizontale, etc. Et puis vraiment de faire le lien entre être la personne qui allait faire l'articulation entre les élus et les services. Donc en fait, on l'a défini comme ça, et on a fait un profil de poste, et on a fait un recrutement très très attentionné avec un jury d'élus. On a été 9 à faire passer tous les entretiens pour les candidats pour la direction de cabinet, et on a fini par trouver notre perle rare. Donc ça, évidemment, ensuite, ça a joué un rôle très important. Voilà, ça structure quand même beaucoup les choses. Peut-être juste un dernier commentaire. En fait, dans les agents, vous aurez toujours les postes. DGS, c'est évident, DGS DIRCAB, c'est évident, c'est quelqu'un qui doit être absolument aligné sur le projet politique de l'équipe des élus. D'ailleurs, c'est à peu près toujours en lien, et c'est régulier que quand on arrive à la mairie, en fait, le DGS ou la DGS change en fonction de la couleur de l'équipe municipale. Alors oui, donc il y a des contre-exemples, et c'est une décision qui est absolument indispensable à prendre. Vous avez des agents dont il est très important qu'ils soient normalement dans la bonne ligne, mais ce n'est pas forcément dans leur statut. Alors l'exemple typique, c'est le service communication. Nous, on a eu une chef de service com qui était hostile à notre projet, et qu'on a quand même gardé parce qu'elle était statutaire, elle était titulaire, et qu'on l'a quand même gardée pendant 2 ans, et on a galéré. Mais bon, si c'est à refaire, je ne sais pas comment on referait autrement, parce qu'on ne peut pas se débarrasser de quelqu'un comme ça, même si c'est un poste archi-stratégique, la communication. C'est niveau chef de service, titulaire, la personne est verrouillée sur son poste. Et si elle ne part pas de son propre chef, c'est difficile. Si ce n'est une mise au placard et des choses qui ne sont pas très marrantes à faire quand on est justement plutôt très démocrate et participatif. Mais bon, ça, c'est un peu une autre histoire. Et puis, vous aurez tous les agents qui, de toute façon, alors, qui sont très techniques. Et pour eux, il n'y a pas à se poser la question de savoir s'ils sont alignés ou pas avec le projet. Voilà, les gens qui font... c'est l'immense majorité.
Et dans ces agents-là, vous aurez des gens qui sont favorables à ce que vous faites, vous aurez des gens qui sont défavorables. Vous aurez des ennemis de l'intérieur depuis le premier jour jusqu'au dernier, et des gens qui vous sapent l'action municipale à l'intérieur des services. Souvent, c'est intéressant aussi de les repérer. C'est quand même d'avoir des antennes. Et ça, vous n'allez pas le faire tout seul. Vous allez le faire grâce à des relais à l'intérieur. Donc, assez vite, vous avez à l'intérieur de votre administration des gens en qui vous avez profondément confiance et qui ont des antennes et qui connaissent bien et qui font remonter des choses. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment cette idée de la présence au quotidien qui est indispensable. Ok. Merci beaucoup. Je vois qu'on a commencé déjà le retour d'expérience. Je me dis qu'on peut continuer là-dessus. Merci pour la première question qui a donné cette impulsion-là. Et on prendra les autres questions au fur et à mesure. Donc si je résume un petit peu, il y a vraiment quelque chose de essayer de rencontrer un maximum les agents avec une intention de lien aussi, comme tu disais Stéphane, qui passe par de la salutation, qui passe par vraiment avoir des moments conviviaux. Et puis une attention particulière sur DGS, DIRCAB, directrice de communication aussi, à voir comment c'est possible de gérer ça, puisqu'elle est chef de service. Ok, est-ce que Stéphane, ça te va d'enchaîner sur toi, ton retour d'expérience, comment ça s'est passé à Poitiers quand tu es arrivé? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire autrement? Il y a des choses que tu as bien faites, des points de vigilance que tu aimerais partager là sur ce truc-là? Alors, c'est clairement un travail collectif, parce que c'est l'ensemble de l'équipe municipale qui a son rôle à jouer pour, dès le début du mandat, créer le bon relationnel et la bonne dynamique. Surtout quand, comme nous, on a une nouvelle équipe qui est arrivée, une nouvelle équipe qui n'était pas du tout prévue, puisque le vendredi soir, veille du deuxième tour, le maire président est passé dans les services et a dit « c'est bon, on va gagner tranquille, les sondages, là, tout est bon, à lundi ». Et ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc le lundi, on a, eux, pendant qu'ils ont sorti la broyeuse pour les documents, donc d'ailleurs, ça c'est un truc, c'est que quand on est arrivé, tous les placards étaient vides. Donc ça pose problème d'un point de vue réglementaire, mais donc on n'était pas embêté par la paperasse. Donc on arrive tout neuf. On s'était mis au clair sur les délégations quand même qu'on voulait, avec la répartition. On avait déjà vraiment prévu comme si on allait gagner. Et donc les gens nous demandaient d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'était vraiment l'attente des services. Et donc la première idée, première question, c'est comment on fait pour faire comprendre le projet politique à l'administration. Et donc là, pour faire comprendre le projet politique, en fait, on avait la chance d'avoir vraiment un programme municipal hyper détaillé avec plusieurs centaines de mesures, d'actions, ce qui veut dire que déjà les élus avaient une vision claire de ce qu'on voulait faire collectivement sur le territoire. Et ça vous faisait un peu un plan de route que vous pouviez dérouler quand vous êtes arrivé, quoi. Donc plan de route, et donc chaque élu thématique tout de suite a pu produire dans les 15 premiers jours ses feuilles de route par délégation. Et ça, c'est quelque chose, quand c'est transmis au service, ils savent dans quel sens ramer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, comme on avait un projet qui était un petit peu nouveau, je vous ai évoqué les 3 piliers tout à l'heure, par exemple, il faut très vite mettre en place de la formation, que ce soit pour les élus, bien connaître la collectivité, et puis et son fonctionnement, et pour les agents, c'est-à-dire la transition écologique, c'est quoi ? Parce que la transition écologique, c'est tout le monde qui bosse ensemble pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, c'était fonctionnement en silo qui ne convenait pas du tout. Les gens ne savaient pas ce qu'était vraiment la transition écologique. Ils disaient, moi, je fais des routes, moi, je fais du bâtiment, moi, je m'occupe de la nature, mais alors, je ne fais pas de transition écologique. Donc, on leur expliquait qu'ils en faisaient tous et qu'ils devaient tous en faire et qu'il fallait changer de logiciel. Donc, ça, c'est un des premières questions. C'est comment on partage sur le projet politique. Après, on s'est posé, en même temps, on se pose toutes ces questions-là au départ. Moi, j'en ai 5 des questions. C'est est-ce qu'on doit remplacer certains cadres ou agents? Donc, on a remplacé le DGS parce que quand un DGS a porté un projet politique complètement différent à un type d'organisation complètement différent de ce qu'on souhaite, il va être plutôt dans une posture défensive par rapport à tout ce qu'on va proposer pour justifier pourquoi on a fait ça. Il veut bien faire le reste, mais il va passer son temps à défendre plutôt qu'à mettre de l'énergie pour faire avancer les choses. Donc ça, c'était pas possible. Donc DGS déchargé de fonctions. Pendant 6 mois, il est protégé.
Et donc, il a pu chercher pendant 6 mois son boulot et on lui a dit, pas besoin il n'y a pas de préavis à faire ou quoi que ce soit. Il a 6 mois pour se retrouver un boulot. S'il n'en retrouve pas dans les 6 mois, il est remis à disposition du centre de gestion qui s'occupe de lui. Par contre, ça nous coûte l'équivalent de 4 ans de salaire à coût de 2 ans, puis 1 an, 2 ans de salaire la première année, 1 an et demi ensuite, puis 1 an, puis 1 an. Enfin, ça coûte une blinde. Voilà. Après, on a aussi décidé de changer de direction de la communication parce que l'approche, la dynamique, absence des réseaux sociaux, vraiment pas du tout. C'est la communication à l'ancienne, impossible de fonctionner, pas du tout comme on fonctionnait pendant la campagne. Donc ça, on a écarté. Il s'avère que la rupture conventionnelle est quelque chose qui peut fonctionner de temps en temps. Ça coûte un peu de sous, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte à peine 1 an de salaire. Quand on a quelqu'un qui vous embolise le fonctionnement pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut être terrible. Et quand tu dis protégé pour le DGS, il a une continuité de salaire il a pendant un 6 mois. statut. Ouais, le DGS a un statut très spécifique, ça vaut le coup de le lire d'ailleurs. Dans les 6 mois qui suivent, on peut le décharger de fonction dans les 6 mois qui suivent les élections. Néanmoins, il continue pendant 6 mois à toucher la totalité de son salaire. Voilà. Et après, de toute façon, il est pris en charge par le centre de gestion, etc. Donc, il est quand même protégé. Et à part ces 2 cadres-là, on avait décidé surtout de cultiver la confiance avec les agents et donc pas de chasse aux sorcières. On observe, on travaille avec tout le monde et on a conservé tous les autres agents, même si au fur et à mesure, certains sont partis. Voilà. Une autre question qu'on s'est posée tout de suite, c'est est-ce qu'on doit réorganiser l'administration ? Donc nous, il s'avère que l'administration, 12 DG qui fonctionnent chacun en silo, un codir où chacun se tire dans les pattes, pas de travail collectif. On a dit ça, c'est pas possible. Donc on a, dès le début, lancé une réorganisation. C'est un risque parce qu'au début, ça désorganise. Les gens, en plus, passent beaucoup de temps dans la réorganisation. Ils ont peur du changement. C'est difficile de créer cette dynamique. Et on sait que quand on lance une réorg, il faut 18 mois. Vous voyez, il y a une courbe d'efficacité. Vous êtes à un certain niveau, puis l'efficacité de l'administration descend avant de remonter pour ensuite dépasser l'efficacité qu'elle avait au départ parce que votre organisation est très adaptée à votre projet politique, etc. Sauf qu'il y a 18 mois, et pendant 18 mois, vous avancez moins vite sur un certain nombre de sujets. C'est quelque chose à bien réfléchir. Moi, je ne regrette pas qu'on l'ait fait, parce que vraiment, moi, ça me semblait essentiel. Néanmoins, sur certains projets, ça peut créer du retard. Et donc, tout n'est pas vert, tout n'est pas rose, pardon, lorsqu'il y a une réorganisation. Donc ça, c'est un point vraiment à regarder, mais c'est ce qui permet de créer de la transversalité, de la lisibilité par rapport à votre programme politique, et puis de créer votre dynamique. Vous avez votre administration qui est à votre main, calée par rapport aux délégations que vous pouvez mettre en place, et donc les élus, ils savent à peu près avec qui ils doivent travailler. Et peut-être du coup, avant, il y avait ces 12 directions de service et pas tellement de transversalité. Comment est-ce que schématiquement, peut-être rapidement, vous avez réorganisé ça ? C'était quoi votre organisation qui a suivi, quoi ? Donc on avait constaté qu'il y avait 0 transversalité. Donc d'une part, on a, au lieu de 12 directions générales, on s'est retrouvé avec 4 directions générales adjointes. Une sur les ressources, très classique. Mais jusqu'ici, par exemple, quand on voulait parler ressources, la mobilité, c'était dans la direction technique, les véhicules étaient dans la direction technique, les finances dans une direction finance, les RH dans une direction, achats moyens généraux dans une autre direction. Enfin, c'était impossible de parler ressources, d'avoir la main sur les moyens. Il fallait aller piocher à droite à gauche, il n'y avait rien de piloté. Donc nous, on a fait cette DGA ressources. On a fait une DGA transition écologique, dans laquelle on a mis l'agriculture, l'énergie, les mobilités, les espaces publics, la voirie, les espaces verts, l'eau, l'assainissement, etc. Il faut peut-être que je précise qu'on a une administration totalement mutualisée, ville, intercommunalité et CCAS. Et on a une DGA qu'on a appelée socle, qui est en fait le social, l'éducation, dans lequel il y a le CCAS.
Et puis on a une DGA rayonnement dans laquelle on a mis la culture, le sport et l'économie, en se disant culture, sport, économie, c'est ce qui participe à l'attractivité du territoire, et c'est des gens qui ne travaillent pas ensemble. Enfin, ils n'ont pas le réflexe. Donc nous, on va obliger à cette transversalité en les mettant dans la même DGA, sous le même patron, qui va devoir développer ces choses-là ensemble. Parce que par exemple, l'agriculture et l'économie, même si l'agriculture elle est dans la transition, il n'y a pas de souci, l'agriculture elle trouvera toujours moyen de bosser avec l'économie. Donc cette transversalité entre DGA, elle se fera, mais au sein des DGA, il fallait absolument qu'elle se fasse déjà au sein des DGA. Et puis, autre point qui était important, c'est qu'il y avait, par exemple, la participation citoyenne, qui était un des objectifs. On a créé une mission rattachée au DGS, et cette cellule participation, cette mission participation doit travailler avec chacune des DGA. Une mission risque qu'on a créée, qui doit travailler avec chacun des DGA. Parce que la résilience, c'est important et on en a besoin sur tous nos thèmes. Une mission partenariat qui va chercher des financements pour l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos projets. Voilà. Donc ça, on a aussi obligé à la transversalité en créant des missions auprès du DGS qui avaient une légitimité donnée par le DGS, leur appartenance au DGS. Donc ça, c'était l'organisation de l'administration. On pourra en revenir s'il y a des questions qui se posent. Après, il y a toute la question de la gouvernance que tu as un peu évoquée aussi, Xavier, avec le cabinet. Nous, on a un cabinet, on a 8 personnes. Une directrice de cabinet qui est plus orientée Poitiers, une directrice adjointe qui est plus orientée Grand Poitiers. On a un chef de cab qui gère les agendas parce que c'est très compliqué avec 3500 agents et 30, on a 38 élus à la ville et puis il y en a 60... je ne sais plus, c'est 76 ou 91 à Grand Poitiers. Vous voyez, j'ai oublié. Donc, agenda très compliqué. Et puis recruter tous les conseillers qui vont bien sur chacun au cabinet, quoi, pour pouvoir travailler sur les différentes thématiques. Et puis après, décider de comment on travaille avec les services, ne pas court-circuiter. Comment on fait pour ne pas court-circuiter la chaîne hiérarchique, tout en ayant des élus proches des services, parce qu'il faut vous dire qu'on a un peu bouleversé le fonctionnement quand on est arrivé. Ils avaient l'habitude d'avoir 4-5 élus qui prenaient toutes les décisions. Et là, tout d'un coup, ils ouvraient une porte, il y avait un élu, au début, en short, en tongs, qui venait qui venait bosser avec les agents. On était partout et on mettait de l'agitation un peu partout. Donc ça a un peu fait peur. Donc on a changé le dress code quand même pour dire vous représentez quand même la collectivité vis-à-vis des élus. Les agents ont besoin d'être fiers de vous. Et donc il y a un moment, il faut que vous représentiez un peu l'autorité. Et donc on n'a pas sorti les cravates pour autant. Moi au contraire, j'avais tout le temps la cravate, je l'ai enlevée. Mais il y a un minimum parce que dès qu'il y a une réunion, c'est vous qui la présidez, c'est vous qui l'organisez, c'est vous qui... Donc ils ont besoin un peu de s'identifier, d'être fiers de ce que vous portez, de ce que vous représentez. Mais ce que tu dis là aussi, c'est un retour que moi j'ai souvent eu des listes participatives et dont on avait discuté en amont de la table ronde. Comme si avant il y a des équipes d'élus où les élus sont peut-être moins présents dans le monde d'avant, on va dire. Et là on arrive avec des listes citoyennes et participatives, ça fait un peu comme une tornade énergétique où les nouveaux élus, une nouvelle génération d'élus dont tu parleras peut-être après, arrivent avec beaucoup d'énergie et ont envie d'investir, de mettre la main à la pâte à plein d'endroits. Et c'est pas évident de trouver les bons rôles dans tout ça. Ouais. Effectivement, les élus, ils ont l'habitude, surtout quand on sort d'une campagne, on a l'habitude de faire. On fait tout. On prépare les pancartes, on coupe, on va coller, on va rencontrer les citoyens, on fait le porte-à-porte. Enfin, on fait sans arrêt. Et là, on arrive, on a des services qui sont là pour anticiper, pour déminer les choses, pour nous préparer les dossiers. Il y a juste qu'il faut qu'on leur demande ce qu'on veut, qu'on soit hyper précis dans les commandes qu'on va leur passer. Si on veut des notes, si on veut des fonds de dossier, est-ce qu'on veut qu'ils nous gèrent nos agendas eux-mêmes ? Est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut dans un dossier ? Qu'est-ce qu'on veut dans les notes ? De quoi on a besoin pour pouvoir trancher ? Comment on va prendre nos décisions ? Est-ce que c'est une personne ? Le maire ou la maire ? Est-ce que c'est 2-3 élus ? Est-ce que c'est un collectif ? Est-ce que les bureaux dans lesquels il y a tous les élus, c'est hyper important ou pas ?
où c'est qu'ils doivent aller chercher les arbitrages. Et tout ça, il faut leur définir parce qu'ils sont prêts à faire plein de choses. Moi, c'est ça qui m'a troublé au début, c'est de me dire, jusqu'ici, moi j'ai toujours bossé en soutien aux collectivités, j'ai toujours préparé des dossiers pour les préfets, j'ai toujours préparé des choses pour les élus quand j'étais en conseil des élus côté État. Et là, tout d'un coup, il y avait plein de gens qui bossaient pour moi et qui devaient tout me préparer. Je pouvais presque arriver les pieds sous la table. Et moi, j'avais l'habitude de tout préparer. Donc souvent, on me préparait un dossier, mais j'avais préparé mon propre dossier, fait mes photocopies, etc. à côté, moi. Donc ça, c'est... faut s'habituer à aussi, dans une grosse collectivité, à avoir un service et surtout pas piquer le boulot des agents parce que c'est là qu'ils se retrouvent. La reconnaissance qu'on doit leur accorder, c'est aussi en les remerciant pour ce qu'ils ont fait super bien. Et ils sont là pour nous permettre d'avoir du temps et qu'on puisse bien être sur le stratégique et le politique et pas sur le faire plein de choses qu'eux, ils font très bien et mieux que nous. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand des fois, on ne les sollicite pas parce qu'on ne veut pas les déranger, ben non, c'est leur job. Si on ne les dérange pas, ils se disent, on m'a reconnu comme pas utile. Voilà. Je ne trouve pas ma place. Quelque part, pas hésiter à faire appel à eux et même y aller, et oser et remercier. Et surtout remercier, valoriser, parce qu'ils ont besoin de ce lien aux élus. Ça a l'air de rien, mais quand ils ont un échange avec vous, et si vous les remerciez pour le boulot qui a été fait, si vous reconnaissez leur travail, ça leur fait leur journée ou leur semaine. Alors que sinon, ils sont vraiment tout tristes et on ne s'en rend pas compte. Très bien, merci. Est-ce que tu avais des points de vigilance à nous partager, peut-être, ou ça peut venir dans des questions après, mais peut-être quand même des points forts? En point fort, c'est surtout éviter l'élu chef de service, c'est-à-dire l'élu qui va... autant on peut faire des bilatérales avec les cadres, autant éviter de réunir l'ensemble des agents toutes les semaines pour regarder les plannings, les moyens, comment les choses se passent. Parce que ça, le syndrome de l'élu chef de service, ça détruit une organisation. Les chefs de service ne trouvent plus leur place, ils ne peuvent plus leur faire leurs réunions managériales, ils ne peuvent plus s'organiser pour répondre aux besoins des élus. Et là, on franchit des limites et ça perturbe les fonctionnements. Voilà. Après, on pourra parler un peu de dialogue social aussi, parce que c'est un sujet qui... Carrément. Ouais, on pourra peut-être faire un point spécifique là-dessus, carrément. Et en tout cas, ce que tu dis, c'est avoir beaucoup de clarté, j'ai l'impression, dans les rôles et ce qui est préétabli un peu, et ce avec quoi... quand on arrive, en tout cas, les attentes qui peuvent peser ou être apposées sur les élus et les agents. Trop bien. Merci. Et Xavier, de ton côté, du coup, tu disais, toi, l'administration, elle vous attendait, à l'inverse. Comment ça s'est passé de votre côté ? Alors nous, effectivement, on a une expérience un peu différente. Même si on s'attendait à gagner les élections, pour autant, avec le fait qu'on ait une équipe complètement débutante et puis qu'il y avait en plus le Covid, souvenir qu'on a fait un premier tour le 15 mars et un deuxième tour le 28 juin, qu'on est arrivé là, un peu premier conseil municipal le 4 juillet, tout le monde épuisé, parce que voilà, on était vraiment en période de surchauffe. Malgré tout, donc nous, les souvenirs, les premières semaines, les premiers mois, on est arrivé. Alors, la grosse différence avec Poitiers Collectif, c'est que nous, on avait un programme politique qui était extrêmement succinct. On avait notre projet, il tenait sur 2 pages A4, avec des grosses patates, là, un petit peu comme les livres des Monsieur et Madame, là, voilà, avec quelques grands messages, quelques grandes orientations, et on s'en était expliqué dans la campagne en disant... De toute façon, comme on veut faire de la démocratie participative très large, etc., et comme on veut également se confronter au réel et au concret, en fait, on ne sait pas trop à l'avance et on n'avait pas défini de grandes actions, en tout cas. On avait dit quelques grandes orientations et puis on définira tout ça avec les habitants et avec les agents. On l'avait quand même déjà posé. En disant qu'il faut aussi qu'on s'acculture à qu'est-ce que c'est qu'une administration municipale. En tout cas, c'est trop bien de le dire, parce que nous, à Grenoble, on a pu se mettre un peu la pression dans le fait d'avoir un programme étoffé aussi en voyant Poitiers et quoi. Et là, c'est intéressant d'avoir un exemple où vous êtes arrivé aussi avec un programme un peu plus succinct. C'est vraiment... Alors ça, c'est un choix important, vraiment stratégique dans une campagne. On peut très bien arriver avec un programme assez succinct
dans lequel l'essentiel, c'est de nous faire confiance sur la sincérité de la posture, du positionnement. Voilà, on va décider avec vous, donc on ne peut pas savoir à l'avance, et on va prendre le temps, et on va s'acculturer. Voilà, donc ça on l'avait bien posé, et je pense que c'était assez... ça nous ressemblait, c'était sincère, c'était... bon. Pour autant, la première chose qu'on a quand même constatée, c'est que, en fait, dans une mairie, il y a plein de choses qui se font indépendamment du programme politique. Ce qu'on peut appeler le service public de proximité. Hein. Il faut quand même que les écoles soient nettoyées, que les enfants aient à manger à midi, etc. Il faut que la piscine soit ouverte, que les maîtres nageurs sauveteurs soient là. Il faut que, etc. Il faut que dans les espaces verts, ça soit tendu, nettoyé, les haies, etc. Enfin, on pourrait le faire comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui même, je pourrais dire, dans l'action municipale, dans l'action des agents, il y a 80, voire 90%, c'est de la, je vais mettre des guillemets, c'est de la routine, c'est du service public du quotidien. Et puis, il y a 10, 15%, c'est les projets politiques de la majorité qui sont... bon, et il faut avoir vraiment du respect pour ces 80%. D'ailleurs, parce que c'est souvent là qu'il y a du cœur de métier, des choses comme ça, etc. Et quand on arrive dans une logique un petit peu d'alternance, et on dit, bah non, tout ce qui a été fait avant, c'était pourri, et maintenant on va arriver avec autre chose, faut faire très attention, parce que derrière chaque chose qui était faite bizarrement avant, bah, il y avait des agents qui travaillaient. Donc faut être un petit peu humble là-dessus. Bon, nous, il nous est arrivé quelque chose d'assez amusant à raconter, c'est que en fait, les premières semaines, on avait le tournis, quoi. On ne savait pas où donner de la tête, on nous posait des questions tous les 4 matins, parce que dans les décisions, Stéphane en parlait, les décisions que prennent les élus, il y a des décisions politiques. Est-ce qu'on crée une médiathèque? Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va ouvrir plus ceci? Qu'est-ce qu'on met dans le budget? Est-ce qu'on augmente le budget de ci ou on le diminue? Mais il y a des décisions du quotidien. Permis de construire, accueil, domiciliation dans la commune, etc., tarifs des cantines, enfin bon, plein de choses qui sont des choses extrêmement... et donc vous êtes jeune élu, vous avez des services qui tous les 4 matins viennent dans votre bureau en disant qu'est-ce qu'on fait pour ça? Vous validez pas, vous préférez l'option A ou vous préférez l'option B? Et ça, c'était pas prévu dans votre projet politique. C'était... bon, alors, vous essayez de vous raccrocher à des choses, et puis... bon. Je me rappelle un premier exemple sur les décisions d'urbanisme, sur les permis de construire, c'est assez amusant parce que j'ai signé les premiers permis dans les premiers jours de mandat, parce que c'était, voilà, l'administration continue, et puis les gens, ils déposent des permis, et s'ils sont légaux, on les signe. Et je raconte ça en réunion de cohésion de la majorité, et quelqu'un me dit « Mais quoi, tu as signé un permis de construire sans en référer à la majo ?» Je dis, oui, on ne va pas pouvoir prendre toutes les décisions à 25, quoi. Les décisions du quotidien qui sont... voilà. Donc, on est confronté par l'expérience. Alors, nous, on a été un petit peu les naïfs de service, et on a appris à nager en plongeant dans la piscine. Et puis, alors, on a été beaucoup aidés par l'administration. En fait, ils sont venus... aussi nous dire, là vous êtes un peu perdu, on va vous aider. Il y a un service qu'on n'a pas mentionné, qui est le service juridique. Le service juridique, c'est extrêmement important, parce que, en fait, vous savez, tout le monde ne le sait pas, mais les actions des communes, elles sont surveillées par la préfecture. Big Brother is watching you. Et à chaque fois que vous prenez une délibération, un vœu, un truc municipal, etc., ça passe par un service de la préfecture qui s'appelle le contrôle de légalité. Le contrôle de légalité, c'est vérifie que ce que vous avez fait, vous avez bien le droit de le décider. Et il y a un principe de libre administration des collectivités, qui est un principe de droit, mais concrètement, il y a beaucoup de limites à toute cette libre administration. Bon, c'est plutôt bien si vous avez un maire Front National, heureusement, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, votre service juridique, il est là pour vous dire ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas, etc. Y compris, nous, dès le début, ça a été des questions sur les délégations des élus. Nous, on avait prévu que les délégations soient assumées collectivement par un binôme ou un trinôme, qui est par exemple 2 ou 3 élus qui s'occupent de éducation et sport. Et donc, dans notre esprit, ils avaient la même délégation. Ça, c'est pas possible légalement. En fait, le droit dit que les délégations sont uniques. Vous pouvez pas déléguer à 2 personnes la même chose. Donc, ces délégations. Donc, on a fait
Voilà, on a fait de la dentelle donc à un des élus, on a délégué le sport, à l'autre l'éducation, tout en se disant entre nous qu'ils allaient travailler ensemble. Ça, on peut. Et du coup, vous rentrez dans une sorte de dialogue avec le juridique, notamment, en disant, bon, il y a l'esprit, il y a la lettre. Donc à la lettre, on va mettre dans l'arrêté, on va mettre que des choses bien légales, parce que tout ça, c'est... Mais dans l'esprit et dans la manière de fonctionner, on va fonctionner à la manière que nous, on a décidé. Voilà, donc ça a été un petit peu du co-développement entre les élus ont beaucoup appris au contact des agents et les agents ont appris un petit peu quelle était notre intention. Alors notamment la participation citoyenne, ça c'est un vrai pour des agents municipaux qui n'y sont pas du tout préparés, qui n'ont pas du tout été acculturés à ça, c'est un drôle d'objet. Comment on va demander aux citoyens leur avis? Non, déjà avec les élus c'est assez compliqué comme ça, mais en plus s'il faut, puis on sait, enfin ils savaient vraiment pas comment aborder le truc. Donc ça, nous on savait pas non plus. On savait qu'on voulait le faire, mais on savait pas le comment. Donc on a inventé ensemble. Voilà. Et là, typiquement, notre fameux service juridique, il nous a aidés. Parce que en allant regarder dans d'autres collectivités, en nous proposant des chartes qui existaient, etc. Il y a aussi beaucoup une logique de réseau. Vous avez la Gazette, vous avez le réseau des DG. Voilà, moi DGS, on lui pose une question nouvelle, elle dit je vais me renseigner dans le réseau. Et elle appelle ses copains DGS ici ou là. Très très vite, ça marche de pouvoir aller chercher des bonnes idées ailleurs ou de pouvoir se référer à ceci ou cela. Voilà, donc nous, on a vécu ce temps-là un petit peu d'acculturation. Et puis, finalement, on a fait ce que Poitiers avait fait avant, mais les feuilles de route par politique publique, on les a fait pendant les 6 premiers mois du mandat. Et ça, pour moi, c'est une leçon assez importante, finalement. On peut très bien prendre un temps de mise en route de mandat, qui est un temps où justement on va apprendre à mieux connaître les services, on va apprendre à mieux connaître les capacités réelles, nos marges de manœuvre en tant que collectivité. Comme ça a été dit, impossible n'est pas municipal, mais il faut chercher un petit peu où ça se niche. Et ça mérite de prendre un petit peu ce temps pour démarrer. Finalement, un début de mandat, on a plutôt la paix. Les prochaines élections sont dans 6 ans. Ça va, il n'y a pas la pression. Et finalement, si les affaires courantes de la mairie continuent à bien se passer, si tout ça, vous pouvez prendre le temps de poser réellement quelle va être la feuille de route et les principes de gouvernance, les principes de choses. Nous, on s'est rendu compte un peu a posteriori qu'on s'était mis un peu la pression sur des choses où on aurait pu prendre un mois de plus tranquillement. Après, je l'ai dit, on a lancé ce recrutement de notre directrice de cabinet. Ça a mis 6 mois tout compris. Donc, elle est arrivée en début janvier 2021. Et là, la vie a complètement changé. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a pu commencer à respirer, à être véritablement dans un mode de fonctionnement collégial, voilà, en dialogue véritablement avec l'administration. Et donc, par rapport aux questions que pointait Stéphane, voilà, nous, on a progressivement fait évoluer l'organisation. Ça s'est fait un peu domaine par domaine. On a, peut-être pour rentrer déjà un petit peu dans la question du dialogue social, on a lancé un projet ressources humaines très important parce qu'on s'est dit, tiens, il faut vraiment se comporter mieux vis-à-vis des agents de la collectivité. Et on a travaillé très très vite sur des grands principes, avec des groupes de travail, on a été assez vite rattrapé par le concret, en disant attendez, là les grands principes, nous c'est pas ça. Nous on veut déjà, il y a des bas salaires dans la collectivité et le premier souci c'est de répondre à ça. Donc on a un peu rangé nos grandes ambitions pour lancer tout de suite un projet sur le régime indemnitaire.
c'est-à-dire le moyen pour revaloriser les bas salaires dans la collectivité. Un petit point de technique peut-être qui est quand même important. Les salaires dans la collectivité, c'est lié à des échelons. Donc tout ça, c'est extrêmement codifié. Et il y a toujours la rémunération de base, plus ce qu'on appelle le régime indemnitaire, le RIFSEP, qui, lui, est décidé par la collectivité, ce qu'on appelle les primes, et qui vient en plus. C'est souvent ce régime indemnitaire qui fait la différence entre une collectivité A, B, C. Et souvent, d'ailleurs, on constate que dans les petites communes, on est moins bien payé que dans les grosses. Dans les grosses communes, on est moins bien payé que dans les intercos. Dans les intercos, moins bien qu'au département et moins bien qu'à la région. Parce que les régimes indemnitaires sont de plus en plus généreux quand on monte dans les strates. Et souvent, on perd des agents, faut le savoir, qui ils rêvent que d'une chose, c'est de trouver un poste dans la collectivité de la strate au-dessus. Parce qu'ils vont être, pour le même métier, ils vont être mieux payés. Bon, bah ça, et parfois c'est compliqué. Donc il y a un sujet véritablement aussi d'attractivité de nos collectivités, qui est un vrai sujet, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut au niveau des recrutements. Et bon, voilà, ça c'est un peu de la technique RH. Donc nous, on s'est confronté également à ça. Bon, voilà, après j'ai envie de dire, une fois que la confiance est établie, une fois qu'on a pris ses marques, bien, on déroule un certain nombre de projets. Et juste un petit point de retour d'expérience important, on a toujours, nous, travaillé, on a accueilli pas mal de stagiaires. Tous les étés, on a des stagiaires de master, etc., qui venaient. Et on a eu 2 stagiaires qui sont venus à un moment, ils faisaient leur stage ensemble. Et ils voulaient, c'était un deal qu'on avait avec eux, ils testaient dans le cadre de notre collectivité un nouveau business qu'ils étaient en train c'était des stagiaires qui montaient leur entreprise de conseil sur de l'accompagnement RH, etc. Et donc ils ont fait leur stage dans nos services. Et ils sont revenus nous faire un peu une photographie d'ensemble et ils nous ont dit: vous avez un gros problème, c'est que les agents, ils sont venus vers les élus, raconter ça. Et les agents ont l'image qu'à chaque fois qu'ils rencontrent un élu, vous leur rajoutez un truc dans la hotte, quoi. L'image de la brouette. La brouette, elle est pleine de projets. Et à chaque fois qu'un agent rencontre un élu, il lui rajoute une brique dans sa brouette, quoi. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de bien déjà valoriser ce qui a déjà été fait. On a toujours l'idée de plus. Et ça, donc, attention, parce que ça passe pas bien. 2, vous avez plein d'agents qui n'osent pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ils vous disent oui, on va faire, mais la boîte est de plus en plus... Et dès qu'ils ont les talons tournés, ils savent qu'ils ne feront pas. Et on est dans cette espèce d'incompréhension. Donc ils nous ont vraiment, on était presque en milieu de mandat, ils nous ont vraiment incité à déconstruire tout ça et à repartir au dialogue en disant voilà. Et là, on a mis des choses extrêmement strictes côté directrice de cabinet DGS. On a fait passer le message aux agents, tous les services: vous ne prenez pas de projet nouveau si ça n'a pas été arbitré au niveau séminaire d'élus. Donc les projets nouveaux, ça n'existe pas. Et on a refait passer le message à tous les élus en disant stop, quoi. Commencez par vraiment avoir l'état des lieux de comment avancent les projets qui ont été arbitrés et qui sont en cours avant de commencer à rajouter des nouvelles idées. Voilà, ça c'est quand même un point clé parce que c'est la tendance naturelle, quoi. La tendance naturelle des élus créatifs, tu le disais, c'est de rajouter des trucs, quoi. Et à un moment donné, c'est un sujet alors soit d'incompréhension, soit franchement derrière de discorde avec l'administration. Carrément. Merci pour ce gros retour sur toute votre expérience là-dedans. Et peut-être en 2-3 minutes pour vous deux, sur cet aspect dialogue social, malgré le soin que vous y avez apporté et l'intention qu'il y avait derrière ça, il y a quand même eu des petites frictions à des moments. Comment est-ce que vous avez su gérer ça? Tu disais que tu avais dû reprendre un peu un bout de casquette RH. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Puis Stéphane, c'était un point aussi sur le dialogue social après. Et on essaye de faire tenir tout ça en 3 minutes. Comme ça, après, on peut passer aux questions-réponses. Ouais, bah juste un petit retour d'expérience, effectivement. Au niveau donc la compétence RH, on l'avait également déléguée à un binôme d'élus qui était en charge de ça. Donc, ce n'était pas moi en direct.
Et notamment, je n'étais pas président ni du CST, ni de la F3SCT, donc les instances RH obligatoires. Et c'est remonté dans le cadre d'une petite grogne sociale en disant on veut que le maire soit président du CST. Et en fait, avec le recul, c'était une erreur de ne pas l'être. C'est effectivement, ça rentre dans les symboles importants de respect pour les agents de l'administration. Ils veulent que le maire préside le comité social territorial, qui est bon. Et c'est essentiellement c'est pour qu'on les calcule bien, c'est-à-dire que véritablement on soit bien au courant des situations, etc. Et je dois reconnaître que c'est vrai, c'est-à-dire que depuis que je suis président du CST, je suis plus conscient de tout un tas de sujets RH et de difficultés, de problèmes, de choses comme ça. Et je vais plus pouvoir rentrer dans certains détails que je ne l'étais avant. Donc c'était une certaine distance. Et ça, c'est sans doute un truc qu'on ne peut pas trop déléguer. C'est le rôle, à un moment donné, de vrai chef de l'administration. Hein, tu l'as dit sur le plan légal, mais ils attendent la symbolique qui va avec. Ça n'empêche pas de déléguer tout un tas de sujets techniques autour de la technique RH, mais le fait d'être en position et d'être par là même au courant de tous les détails de ce qui se discute dans ces instances de dialogue social, c'était essentiel. Donc ouais, ça a permis plus de reconnaissance mutuelle et toi plus de clarté sur tout ce qui se passe. Et à Poitiers, du coup, est-ce qu'il y a eu des petits conflits, des petites tensions qui sont venues? Est-ce qu'il y a eu des freins? Comment ça s'est passé dans ces relations? En fait, sur une administration comme Poitiers, Grand Poitiers, CCAS, on a des syndicats qui sont très structurés, très nombreux, en formation, sécurité, conditions de travail. Il y a par exemple 50 élus. Donc on a beaucoup de monde et leur habitude, c'était le conflit. Donc les élus présentent un projet et les organisations syndicales le démolissent, s'élèvent contre et essayent de le faire complètement modifier. Donc là, moi je les ai beaucoup ébouriffés. C'est que j'ai dit on va travailler les projets ensemble. Et donc ça au départ, ils comprenaient vraiment pas ce qu'on voulait. Et donc ensemble avec qui? Avec, en fait, élus, administration et organisation syndicale. Donc moi, j'ai dit, voilà, tous les ans, on va mettre une enveloppe sur la table. Et tous les ans, par rapport à cette enveloppe-là, il y aura encore une enveloppe supplémentaire. Et donc, à l'échelle de Poitiers, Grand Poitiers, CCAS, c'était 520 000 euros par an de plus. Donc la première année, on met 520 000. La deuxième année, on met 1,40 million. L'année suivante, 1,560 000. Et donc, j'aurais dit, on va décider ensemble ce qu'on fait de cette enveloppe-là. Vous décidez si vous voulez travailler avec nous. C'est 11 millions dans la poche des agents à la fin du mandat ou pas. Alors, 11 millions sur 6 ans, c'est à rapporter aux 600 millions de masse salariale. Hein. Donc, c'est pas non plus... Mais ils ont dit, 11 millions dans la poche des agents, OK, on est partant. Et donc, on a décidé ensemble d'augmenter les tickets restaurants, d'augmenter la participation mutuelle, d'augmenter... Et ça s'est fait avec eux. Et là, ça vraiment, ils se disaient, donc c'est nous qui proposons aussi. Et oui, vous nous dites, mais vous voyez, l'enveloppe, c'est ça. Donc on ne fera pas plus. Ça ne sert à rien de demander des choses qui dépassent. On n'a pas. Et donc ça les a obligés à prendre des responsabilités. Et donc on a décidé, par exemple, d'harmoniser les primes entre les différentes catégories. Donc les administratifs et les techniques. Les primes, les administratifs, ils avaient presque la moitié des techniques. Un attaché, aujourd'hui, chez nous, alors c'est progressif, parce qu'on a décidé d'harmoniser. Catégorie C, on l'a fait en 1 an, parce que c'était possible. Les catégories B, c'est sur 7 ans. Et les catégories A, sur 10 ans, parce que l'écart était considérable. Et donc, on a décidé de mettre ça en place. Et il s'avère que c'était les femmes qui étaient beaucoup sur les postes administratifs. Et donc, ça nous aide à travailler sur l'égalité paritaire, vraiment, femmes-hommes, puisque le sujet du salaire, aujourd'hui, en fait, les femmes gagnent quasiment plus que les hommes dans la collectivité, parce qu'en plus, elles sont à des niveaux de responsabilité supérieurs. Mais avant, même en étant à des niveaux de responsabilité supérieurs, elles gagnaient moins. Donc, on a mis ça en place avec eux. Et puis, maintenant, dès qu'on a un chantier, aussi difficile soit-il,
on lance un cycle de 3 réunions. La première, on regarde où on en est et quelle est la réglementation. La deuxième, on se met d'accord sur des principes. Et la troisième, on définit ensemble le projet. Et depuis, on n'a pas de grève. Je touche du bois, s'il y en a, mais on n'a pas de grève. Et puis des échanges beaucoup plus fluides. Par contre, au début, ça s'est frité sérieusement parce qu'ils ne comprenaient pas notre méthode. On leur demandait de bosser et d'arriver ensemble à quelque chose. Voilà. Trop bien. J'ai l'impression que dans vos deux situations, il y a vraiment l'aspect de faire démocratie vers l'extérieur, mais aussi déjà à l'intérieur avec les agents, les élus, dans l'organisation, la gouvernance, et aussi de revaloriser, d'avoir du respect à cet endroit-là et à vraiment revaloriser leur place, alors financièrement, mais aussi dans les relations qu'on peut avoir avec elles et eux. Merci beaucoup pour ces apports-là. Est-ce que ça vous dit qu'on passe à un moment de questions-réponses ? Est-ce que vous avez des questions qui vous taraudent depuis un moment ? Et puis moi, je vais faire le tour. Hop. Bonjour, merci. J'avais 2 questions par rapport à vos premières interventions. 2 questions. L'une, pour rebondir à ce que vous disiez sur le fait que l'élu ne doit pas être expert ou professionnel de sa délégation et que l'expertise et le savoir est plutôt aux agents, au service. Et du coup, ma première question, c'est comment on fait pour être légitime en tant qu'élu d'une délégation si on n'est pas soi-même expert ou un peu connaisseur du sujet auprès des agents, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas méfiants ou voilà. Et la deuxième question que j'avais, c'était sur quand l'élu propose du coup un projet et que les agents ne l'exécutent pas ou ne se mettent pas au travail, comme vous le disiez tout à l'heure, sachant que l'élu n'est pas le supérieur hiérarchique des agents ou du service, comment travailler avec eux pour finalement que le projet puisse se mettre en œuvre ou comment instaurer un dialogue social sans être chef de service et tout en étant quand même la personne en charge du projet, quoi. Voilà. On s'était dit qu'on prenait plusieurs questions ensemble. Est-ce que ça vous va ? Et comme ça, on peut répondre dans la foulée. Ouais. Bonjour, merci. Alors, ma première question tout à l'heure a déjà été répondue en partie, je crois. C'était pour savoir quelle était la durée et la forme des différents contrats et qui pouvait se sentir sur un siège éjectable. Et la deuxième question, par rapport au rôle du chef de cabinet, voilà, c'était de savoir quelles sont ses missions. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question là-bas ? Et après, on passe à un petit tour de réponse. Oui, merci. Mathilde de Fréquence Commune. Vous avez dit, et je partage complètement cette nécessité de prendre le temps de mettre en place une organisation avec les agents, de prendre le temps de réorganiser l'administration, de faire connaissance, de construire cette confiance. Et moi, j'ai des collègues à Fréquence Commune qui me disent « Ouais, mais il faut accompagner les communes pour tout de suite faire la PPI, et c'est dans la première année qu'il faut la faire, etc. » Et moi, je me dis comment on peut répondre à cette ambition démocratique de mettre en place une PPI avec les habitants, tout en respectant ce temps nécessaire d'interconnaissance, de mise en confiance des agents. Et moi, là, c'est une équation que je n'arrive pas à faire dans ma tête, en tout cas pour l'instant. Donc, je veux bien des éclairages sur ça. Merci beaucoup. Je vois que Stéphane, tu commences ? Ouais, on fait comment Donc, la question élu expert, légitimité, le risque quand on est expert, c'est de vouloir faire à la place d'eux et d'arriver avec les solutions qu'on présente au service. Et donc, le service se dit, moi, quel est mon rôle ? Puisque l'élu se considère, à tort ou à raison, plus expert que moi, mais en tout cas, moi, je ne trouve pas ma place. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de ne pas travailler sur la méthode, mais de travailler sur ce que je veux au final, le résultat que je veux. Le rôle de l'élu, c'est de donner le résultat. Et travailler sur la méthode, c'est uniquement si les services s'en sortent pas. Donc moi, par exemple, sur les RH, j'ai eu des fonctions RH, donc j'ai à chaque fois mon idée sur la méthode, j'essaye de leur laisser la place pour pas le faire. Et pour éviter ce type de situation, il arrive souvent que, mais pas tout le temps,
que les élus se positionnent sur des thématiques qui les intéressent, mais sur lesquelles ils ne sont pas sachants. Ils ont la légitimité qui leur est donnée par l'élection. Ils représentent les attentes des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ont besoin de ça, je veux leur apporter ce service, j'ai promis ce service-là, j'ai promis au final, ils auraient ça. Maintenant, dites-moi comment on y arrive. Et on y arrive en associant, si on veut que ça soit participatif, sans violence, si on veut. Voilà, enfin, on va définir un certain nombre de valeurs qui vont être portées pour arriver au résultat. Donc, je ne sais pas si... Et du coup, si y a des élus qui ne veulent pas appliquer, je crois que c'était ça la question. Alors, les agents, c'était la deuxième question. Les agents, ouais. Oui, pardon. Les agents. Si les agents ne veulent pas faire, en fait, il faut regarder pourquoi est-ce qu'ils ne font pas. Parfois, c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est parce qu'ils ne savent plus comment faire, tellement ils ont de commandes. Et puis des fois, dans le doute, ils disent oui, ok, mais ils ne savent pas exactement comment il faut le faire. Et ils ne vont pas alerter. Et ils vont se dire, je dis rien parce que j'ose pas dire à l'élu que moi je sais pas faire ça. Ce qu'il me demande, j'ai pas compris en fait. Et dans ce cas-là, il faut vraiment créer le relationnel de confiance qui veut dire, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Et puis après, on a dit, au tout début, j'avais dit, on contrôle l'action de l'administration. Il ne faut pas hésiter aussi à suivre. C'est-à-dire que vous en êtes où, et il faut qu'il y ait des réunions régulières où les projets les plus importants, les commandes qu'on a passées, on regarde où on en est. Et si ça ne bouge pas, il faut pouvoir relancer. Et ne pas oublier que les élus, même si on n'a pas de pouvoir hiérarchique, c'est la maire qui a un pouvoir hiérarchique sur le DGS. Et c'est quand même l'élu RH, par exemple, qui signe toutes les propositions de promotion, les contrats, voilà, ou le maire qui a bien sûr, lui, toutes les signatures. Donc en fait, on a quand même un pouvoir. Les réunions d'avancement de grade, les promotions, ça se décide au niveau des élus quand même. Le fait de vouloir faire confiance à quelqu'un, de le garder dans l'administration ou lui demander, de lui dire c'est mieux qu'il parte parce que ce qu'il fait, ça ne va pas du tout, sans compter le disciplinaire. Enfin, c'est quand même ça du ressort des élus. Voilà. Donc on a des moyens quand même pour dire vous ne faites pas ce que j'attends. A priori, votre plan de charge doit le permettre, c'est ce que dit votre hiérarchie. Voilà, il faut essayer de comprendre pourquoi il ne fait pas. Oui, enfin, c'est pas par le pouvoir hiérarchique qu'on obtient que les choses soient faites. Voilà, c'est plutôt... Donc, effectivement, pour les quelques pistes là-dessus, c'est appropriation, c'est-à-dire que le DGA, les DGA doivent être vraiment totalement appropriés chacun des projets dont ils ont la responsabilité. Approprié, ça veut dire qu'ils savent comment ils vont le faire, ils l'ont inscrit dans un planning, ils savent qui va le faire, ils ont le budget, etc. Et moi, je recommande aux élus de s'assurer de ça. C'est-à-dire, vous allez voir votre DGA et vous lui posez la question, est-ce que c'est bien dans le planning, qui va faire, c'est où le budget, c'est quoi la ligne, etc. C'est-à-dire vérifier qu'on s'est bien compris et que c'est bien prévu. Et parfois, ces moments-là, enfin même très souvent, c'est ces moments-là où on se rend compte que non, mais on peut pas faire ça et ça. Ah non, mais ça, de toute façon, on le fera plus tard parce que oui, mais vous me l'avez pas dit encore. Donc c'est toutes ces réunions de clarification qui sont indispensables. Nous, une chose à laquelle qu'on a constaté et sur laquelle on continue de lutter, c'est que avant, avec l'ancien maire, si le maire disait faut faire ça, les services ne me remettaient pas en cause et ils arrêtaient de faire ce qu'ils étaient en train de faire et ils passaient sur la tâche que le maire avait demandé. Donc, typiquement, les services techniques, le cadre de vie, les choses comme ça, c'était extrêmement... donc, il y avait des endroits d'espaces verts qui n'étaient pas entretenus, des trottoirs qui n'étaient pas refaits, des choses comme ça, parce qu'entre-temps, le maire avait dit il faut aller faire chez mon copain, il faut aller faire à tel endroit. Alors, soit c'est chez mon copain, soit c'est parce que j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit que, soit c'est... voilà. Et nous, réussir à déshabituer de cette façon de faire, ce qu'on a appelé vraiment le pouvoir de dire non pour les directeurs, ça a été un gros boulot. On a fait de la formation là-dessus en disant, moi, à la minute où on parle, là, moi j'ai une dizaine de cadres qui sont coachés dans l'organisation des services de Castanet. 300 agents, une cinquantaine de cadres, il y en a une dizaine, ils ont un processus de coaching avec un coach extérieur pour les aider
à franchir des transitions dans voilà, à résoudre des problèmes de management dans leurs équipes, choses comme ça. Ça, il n'y a pas de tabou autour de ça. C'est une pratique qu'on a réellement mise en place. Donc ça fait partie de un petit peu ce que je appelais ce dialogue en sincérité. Voilà, on se dit les choses. Là, vous n'allez pas y arriver. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Oui, ben. Et je reviens aussi sur la notion d'expertise. En fait, c'est un bien grand mot. Hein. Bien souvent, les agents, ils ne sont pas vraiment experts. Ils sont compétents techniquement de ce qu'ils ont déjà fait. Et quand on leur demande de faire quelque chose d'un petit peu différent, une chose comme ça, il faut aussi bien vérifier et souvent aller chercher de la compétence à l'extérieur. Donc, on travaille aussi quand même avec plein d'assistants en maîtrise d'ouvrage, de cabinets, de bureaux d'études et autres. Parce que, bon, et souvent, admettre pour un agent municipal qu'il n'est pas compétent, qui ne sait pas faire encore ce truc un peu plus compliqué qu'on va lui demander, c'est compliqué. Donc là aussi, cette relation de confiance, pouvoir se dire les choses. Ben non, ça, on l'a jamais fait. On va, bon, et ben nous, on a mis du temps hein, quand même à réussir à avoir ce niveau-là, parce que ça touche à la fierté personnelle, ça touche à l'exercice du métier. Hein. Pouvoir dire, ben non, ça, je sais pas faire, donc faut qu'on aille chercher de l'aide ailleurs. Voilà. Mais petit à petit, on peut y arriver. Et du coup, pour l'élu, il y a quelque chose de pas être forcément compétent sur tout, mais en tout cas, il y a une forme de compétence relationnelle ou d'implication dans ouais, voilà, de compétence relationnelle quand même qui est à acquérir, ou en tout cas qui permet aussi des compétences de management, en tout cas ce qu'on pourrait appeler comme ça, en tout cas de gestion des équipes et de relationnel avec les équipes, quoi, à avoir. Alors nous, on n'a pas fait... C'est un peu un regret. On n'a pas fait de formation d'élus très, très poussée. Donc finalement, c'est vrai que les élus, ils sont un peu livrés eux-mêmes. Chacune se débrouille. Ce que je constate quand on regarde l'équipe, c'est que c'est une immense diversité de caractères, de méthodes, de gens qui... Voilà. Les gens qui s'entendent très bien avec les agents, et les gens qui trouvent que ah non, mais ça m'énerve parce qu'ils ne font pas, etc. Bon. Mais bon, voilà, chacun doit se débrouiller avec ce qu'il est, comme il est. Je pense que dans un prochain mandat, on pourrait faire mieux sur apporter plus de soutien aux élus qui, quand même, franchement, c'est pas toujours simple, quoi. On les plonge dans, nouvel élu, et surtout quand on veut aller dans le sens de la diversité, d'élargir nos listes de manière beaucoup plus large, ne pas aller chercher des personnes parce qu'elles sont compétentes ou qu'elles ont déjà fait, mais voilà, accepter les élus très naïfs et très nouveaux. Ce qui est vraiment une clé intéressante. Je pense qu'il faut penser à apporter plus de soutien, en tout cas que ce que nous, on a pu faire dans ce mandat. Ok. Je précise juste qu'il nous reste 5 petites minutes pour aller vite sur la question peut-être des DIRCAB ou des personnes qui peuvent sauter, et puis ensuite basculer sur la question de la PPI. DIRCAB, c'est vraiment la personne qui va servir d'interface en fait entre maire, en tout cas sur Poitiers, c'est comme ça que ça se passe, entre maire, l'ensemble des autres élus, et puis le CODIR, en quelque sorte. Donc c'est la personne qui va un peu canaliser les élus quand ils sont un peu tout fous et qui partent dans toutes les directions, qui va calmer le jeu, attention les commandes. C'est la personne qui va aussi aider à obtenir les arbitrages qui vont bien. Donc c'est un rouage essentiel qui va avoir normalement, quand il y a une fluidité, le DIRCAB ou la DIRCAB est en lien, ressent le pouls de ce qui se passe dans l'administration. Et donc peut informer les élus en disant attention, aujourd'hui il y a tel malaise, il y a telle difficulté parce que les commandes ne sont pas claires, parce que les arbitrages, j'avoue qu'au début, quand on avait notre approche, on prend des décisions, tout doit être pris en décision collective, au bout d'un moment ils disent mais quand c'est que cette décision va être enfin prise ? Habituellement, on allait voir le maire ou la maire et puis on avait la réponse. Là, vous nous dites qu'il y aura peut-être un bureau, il y aura peut-être une réunion de majorité, mais comment on va faire ? Et on se rend compte qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas faire l'objet, tu l'as dit tout à l'heure Xavier, qui ne peuvent pas faire l'objet de décisions collectives parce qu'en fait, c'est de la décision, on ferme ou pas le lagon, on ferme ou pas la piscine pour telle ou telle raison, on ferme. Oui, il faut prendre des décisions tout de suite parce que c'est à mettre en œuvre maintenant, il faut communiquer maintenant. Donc entre la théorie de ce qu'on veut faire, quand sur le papier on est tout feu tout flamme, en fait ensuite on se heurte à la réalité du quotidien, au fonctionnement avec l'administration qui a besoin de réponses claires, rapides.
Et le ou la directrice de cabinet là-dedans a vraiment un rôle de courroie de transmission, de fluidification et de relationnel entre les différentes équipes. J'espère que ça répond. Et du coup, dernière question, c'était sur... Ouais, sur la PPI. PPI, la question. La PPI, on peut l'appréhender de deux façons. Soit on a une plan prévisionnel des investissements. Donc ça, c'est on peut soit on a une liste de projets, on a une liste de projets, il faut chiffrer tous ces projets et puis regarder si ça rentre dans les capacités financières de la commune. Et donc ça, effectivement, c'est un exercice absolument essentiel parce qu'il faut éviter de promettre trop de choses qu'on ne sera pas capable de faire. Mais on peut aussi, dans l'autre sens, décider d'allouer des montants ou des enveloppes à des politiques publiques, à des grands axes, et dire on va mettre un paquet sur le social, on va mettre un paquet sur... voilà. Ça, c'est plutôt d'ailleurs dans la PPF, enfin dans la partie fonctionnement, la manière dont on va répartir les efforts d'augmentation du budget de fonctionnement. Et ça, on peut choisir éventuellement de le faire enveloppe par enveloppe, en disant, voilà, ça sera sur tel axe. On veut donc quand on va parler de comptabilité verte, par exemple, on veut mettre des moyens sur la transition écologique, on veut mettre des moyens sur le social, et on définit tout ça. Et après, on ira piocher dans ces enveloppes pour faire les feuilles de route des différents élus. Donc là, on peut éventuellement travailler sur enveloppe très tôt dans le mandat. D'abord, très tôt dans le mandat, on doit pouvoir demander à nos services de vérifier nos marges de manœuvre financières. En gros, est-ce que la commune elle est à l'os, est-ce que la commune elle est limite et il va falloir chercher des marges d'économie? Est-ce qu'elle est juste à l'équilibre? Et en gros, on peut faire, mais à chaque fois qu'on va faire un truc en plus, il faudra enlever autre chose. Ou bien est-ce qu'on a un peu des marges réelles qui vont nous permettre de faire plus, de dépenser plus à l'avenir? Bon, ça, c'est vraiment indispensable d'avoir ce premier baromètre, et ça le plus tôt dans le mandat c'est le mieux, et ça il n'y a que les services qui pourront répondre à ça. Donc faut, je pense, le lendemain des élections, demander au DGS de mobiliser pour apporter des réponses à cette question. Et après, éventuellement, on peut travailler par enveloppe en se disant, voilà, dans les marges qu'on a, on va plutôt mettre l'accent là-dessus. Et puis, ça sera seulement après 1 an qu'on aura une vraie planification fine, projet par projet, parce que là, il faut sans doute se donner beaucoup plus le temps de faire le programme de chaque projet pour réellement avoir un devis, etc. Je peux prendre un exemple, mais typiquement, rénovation de la piscine municipale. C'est facile de mettre rénovation de la piscine municipale et de mettre 2 millions d'euros dans une ligne de PPI. Mais ça ne veut rien dire. Nous, la rénovation de la piscine municipale, finalement, après intervention de bureau d'études, etc., c'est 1 million indispensable, sinon ça fuite partout et on est obligé de fermer. Et c'est 7 millions si on veut faire quelque chose de bien. Et donc, plein de scénarios intermédiaires. Donc en fait, vous imaginez bien que ça, pour décider à la fin qu'on va mettre 2 ou 3 ou 4 millions, c'est 1 an de travail. C'est 1 an de travail des services avec des experts externes, parce que là-dessus, jamais vos services municipaux seront à la hauteur. Donc il va vous falloir des bureaux d'études, etc. Et là, on sous-estime énormément le temps là-dessus. Nous, les temps de rénovation énergétique d'écoles ou de changement de politique énergétique, ça a pris 4 ans. Pour réellement, c'est des choses qu'on a lancées début de mandat, et les travaux sur la géothermie, par exemple, dans nos écoles, ils ont été faits cet été, à 5 ans et demi après le mandat. Carrément, je vais essayer de concentrer la question, et puis mais j'ai l'impression que la question portait aussi sur, tu l'as dit, il y a une grosse charge quand on arrive, même des affaires courantes qu'on n'avait pas forcément anticipées, et puis la gestion de ce relationnel, la rencontre des équipes, etc. Et comment essayer de faire une PPI, PPF, la plus ouverte possible, en impliquant peut-être des habitants, des habitantes. C'est ça, Mathilde, si ouais. Je peux peut-être. Comment faire tout ça en même temps, quoi. La recommandation, c'est de faire une PPI par enveloppe, c'est-à-dire par politique publique, et pas détaillée par projet. Alors, j'ai peut-être une approche un tout petit peu différente. Il était temps que vous ne soyez pas d'accord, parce que vous êtes d'accord depuis 1h30.
En fait, là où je suis parfaitement d'accord, c'est qu'il faut absolument connaître l'état des finances de la collectivité et regarder les différentes trajectoires financières qu'on peut suivre en empruntant plus ou moins, en faisant progresser l'impôt ou pas. Donc ça, c'est vraiment les capacités à faire. Ce qu'on repère, c'est que, comme tu l'as dit, en fait, les projets, c'est plutôt du temps long. Et donc, si on ne réussit pas à lancer, ne serait-ce que les études, au début du mandat, on n'a aucune chance d'avoir des réalisations avant la fin du mandat. Et ça, c'est quelque chose qu'on traînera comme un boulet tout au long du mandat. Donc il faut réussir à lancer les études, mais on sait qu'on ne peut pas les lancer toutes. Donc s'il y a un projet, les projets les plus longs, c'est peut-être sur ceux-là qu'il va falloir lancer les études le plus tôt. Donc il va falloir arbitrer un petit peu ces choses-là. Et puis, dans un premier temps, pour commencer à travailler cette trajectoire financière, effectivement, on se dit, il y a telle école, il va falloir créer une école, 10 millions, est-ce que c'est suffisant? On verra. Il faut réaménager telle voirie, 5 millions, puis en fait, après, on se rend compte que c'est 8. Donc, on peut avoir donc, au départ, on se fixe comme ça un espèce de cadre. Et ensuite, les projets, parce que ça, c'est souvent des choses qu'on a pu annoncer, par exemple, dans le programme. Alors nous, on l'avait fait, mais on peut le définir aussi en cours de route. Et ensuite, pour travailler avec les habitants, si on a décidé que tel axe allait être réaménagé, c'est là qu'on peut travailler avec les habitants sur ce projet-là, pour essayer de définir comment on va le faire. On a une enveloppe de temps. On a imaginé ça, et qu'est-ce que vous attendriez, qu'est-ce que vous voudriez comme spécificité au projet dans sa réalisation pour répondre aux besoins des habitants, etc. Et donc là, il y a un travail qui est possible de faire après, mais on ne peut pas travailler sur l'ensemble de la PPI, à mon sens, avec l'ensemble des habitants. Ça, pour moi, c'est illusoire dans le temps qu'on a. Ça fait partie des décisions où il faut avoir quand même une vision politique sur ce qu'on veut faire. Et ensuite, on peut aussi déterminer des enveloppes avec des budgets participatifs, par exemple, où on va travailler par quartier pour dire il y a une enveloppe, de quoi vous avez envie sur le quartier, et là, ça peut être totalement laissé à la main des habitants, et on aboutit à construire une salle de boxe, nous, à Saint-Éloi, parce qu'ils ont besoin de ça dans le quartier, ou avoir une aire de jeu aménagée à tel autre endroit, un city refait, un skatepark, je sais pas. Enfin, on va arriver à plein de choses, là, qui vont être définies avec les habitants, mais tout ne peut pas être décidé avec tout le monde et avec tous les habitants. C'est valable pour les décisions en collectif d'élus ou les décisions avec les habitants. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de temps incompressible pour avoir de la visibilité budgétaire, des marges de manœuvre, et pour ensuite, avec le relationnel qui s'est créé, les directrices de cabinet qui arrivent à ce moment-là, etc., de pouvoir mettre en place, au bout d'1 an, 2 ans, peut-être ce genre de démarche un peu plus constructive, participative, au-delà de la mairie. J'ai envie de dire grand merci à tous les deux d'avoir pris ce temps pour nous expliquer tout ça. Et merci à vous d'être restés, d'avoir posé toutes ces questions et de vous intéresser à tout ça. En tout cas, merci. J'ai entendu qu'il n'y avait pas de vérité générale, mais qu'en même temps, il y avait vraiment des formats d'organisation qui pouvaient créer du lien et permettre aussi des relationnels qui soient plus aboutis, plus coopératifs et plus productifs. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup et bon appétit.